when we talk about energy projects, we talk about hugely, I would say, capital-intensive projects, and these projects are very important to decarbonize the world and to decarbonize Morocco and decarbonize the continent. And this is where the PPP partnerships play a key role in order to unlock the potential of the projects and make them happen on the ground. So today I'm really honored and happy to welcome my I would say guests and panelists from different perspectives, as I mentioned. First of all, I'd like to welcome Mrs. Yasmina Ben Masoud from Mazen. She is the strategy and marketing insights leader and manager of Mazen. Mrs. Ben Masoud, please welcome stage. Second, I'd like to welcome Mrs. Suad Nasir. She's IPP manager from OINI. Welcome, Mrs. Suad. Then after, I'd like to welcome Mr. Issa Hassini Diaro. He's coordinator, public-private partnerships of Mali. Welcome to Morocco and welcome to the stage. Bienvenue Maroc, bienvenue au podium. I also welcome Mr. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Mohamed, directeur de Mazar, en charge de l'infrastructure de la division de l'énergie et des projets. Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Hamad, directeur de la promotion, de la gestion des acteurs d'ONM. Bienvenue à tout le monde. Donc, en termes de structure de ce panel, some short presentation or features from our panelists. It should not take a lot of time, maybe 5 to 10 minutes each. And a major portion of our panel will be full of interactions and questions and answers. So please feel free to ask your questions and let's make our panel as much interactive as possible. So first, I'd like to start with Madame Suad Nasir from OINI for your presentation. Please welcome. donc, if we can change the order of things. We can probably start with Mr. Aberza, as he don't have a presentation. Merci beaucoup, Sir Pepper. Merci, chère audience. Permettez-moi de présenter devant vous comme l'expérience de l'Office national de développement civil en termes de partenariat en général. Comme vous le savez, donc, depuis la loi de la préconstitution aux années 90, l'ONU, l'Office national de développement
il ne fait plus l'exploitation. Plutôt, il ne gère pas, il participe à l'exploitation des mines. Mais en termes de gestion de l'exploitation des mines, il ne fait plus ça. Bien sûr, il participe aussi à l'exploitation du hydrocarbures, mais il s'oriente, il est focalisé surtout sur toutes les phases d'exploration, depuis vraiment avant jusqu'aux phases de détail, en termes d'hydrocarbures, bien sûr, pétrole, gaz et tout, en termes de substances métalliques, toutes les substances métalliques, à l'exception des phosphates. Et puis, bien sûr, il fait de l'exploration avec ses moyens propres, mais il est surtout ouvert, partenariat avec le secteur privé, soit national, soit international. Bien sûr, selon la position du projet de partenariat dans la chaîne de valeur, soit qu'on est vraiment dans un projet mature, on fasse un projet mature, où l'on est à dépenser tant de dépenses, où on a vraiment des résultats, où le projet pratiquement il est prêt à l'exploitation. Donc on passe, selon la loi, à un appel d'offres. Suite à ça, donc on élabore un contrat avec le partenaire qui sera choisi. Soit vraiment on passe vraiment en avant de l'exploration jusqu'au phase juste avant la maturation du projet. On peut passer par des approches de négociation, tout en étant encadré par les lois, bien sûr, des dépenses publiques, par la loi de la réglementation minière 313, pratiquement depuis longtemps, surtout depuis 1990, on a eu quand même une petite expérience de développement de plusieurs types de partenariats. Actuellement, nous gérons plus pratiquement une quarantaine de partenariats dans le secteur minier, substances confondues, et puis dans toute la chaîne de valeur. Nous aurons l'occasion de passer dans le détail et survoler tout ceci. Puis bien sûr, pour les hydrocarbures, nous sommes en train de gérer plusieurs types de partenariats dans les hydrocarbures. Ce qui est intéressant dans ce sens, c'est que à chaque fois, chaque projet, bien chaque contrat de partenariat, bien qu'il est cadré par les lois en vigueur, il a sa propre spécificité. Et là, c'est un projet comme si on recommence à chaque fois le travail, et ça, c'est en plus que l'exploration d'un secteur qui est risqué, c'est aussi passionnant. Et puis, on a eu la chance de travailler avec des partenaires qui sont vraiment de valeur et on a développé des gisements. Et parfois, comme tous les types de contrats, on a parfois des défis à soulever et puis à surmonter. Et puis, on a toujours privilégié l'aspect concertation. Et comme ça a été dit déjà dans le d'abord, on a privilégié l'approche de transparence. Et puis, dès le début, plus on se rend compte maintenant que plus on a mis assez de temps pour mieux ficeler le contrat, plus ça va être mieux géré par la suite. Il y aura l'occasion de développer des aspects particuliers dans ce sens. Merci. Monsieur Dallon, est-ce qu'on peut écouter votre perspective venant du Mali par rapport à partenariat? Merci beaucoup, monsieur modérateur. Marocain, l'accueil dont nous avons fait l'objet. En même temps, féliciter les organisateurs de grande rencontre
au professionnalisme. Et je suis là en tant que coordinateur de l'unité de partenariat public-privé du Mali, mais j'ai été désigné par le ministre de l'économie et des finances qui a été invité et suite à l'approbation du Premier ministre. Donc, je représente le Mali à cette grande rencontre. Pour ce qui concerne notre pays, nous disposons d'une loi publique qui est une loi globale. À différence de ce qui a été exposé avant, notre loi n'encadre pas les baux amphithéotiques et l'exploitation de l'espace public. Nous avons deux grandes familles de partenariat public-privé, les PPP à paiement public, que nous considérons comme des PPP, donc, de façon qui cadre tout ce qui est PPP social, les hôpitaux et autres, moyennement employés, et les PPP consistants. Ce qui concerne le chapitre qui concerne les énergies renouvelables, nous avons deux types d'interventions avec une vision. Nous avons donc les PPP, les projets qui sont dans le cadre du photovoltaïque, mais connectés au réseau. Et les PPP, des photovoltaïques, au niveau des communes, mais qui sont des systèmes qui ne sont pas connectés au réseau de l'étendue du pays. Par rapport à cela, l'unité de partenariat public-privé aide à structurer ces projets-là de manière à ce que, dans tous les cas de figure, l'intérêt général soit préservé. Bon, notre vision à long terme, vu que nous sommes un pays qui prévoit une ressource minière, c'est vraiment d'aller au nucléaire civil. Nous venons de signer des mémorandums de bonne compréhension avec notre partenaire stratégique, la Fédération de Russie. Les contacts vont être intensifiés. Ça va démontrer à l'unité de partenariat public-privé, puisque c'est posé qui va passer par certainement une concession. Et vous allez à des renforcements de capacité, à pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir être en mesure de structurer de telles prochaines. Voilà ce que je veux dire à ce stade-là. Monsieur Claveau, au niveau de la logistique, je propose qu'on passe de présentation et de commencer par la présentation de Marie-Sophie de Moulin. Good morning, everybody. Glad to be here, and thank you to IMA Trade for inviting me to discuss the IPP of the PPP experience within the power sector. Expérience dans le secteur de l'énergie au Maroc. Je m'appelle Saad Nassir. Je suis responsable de la gestion des contrats PPE, PPP catégorie qui est le PPP du secteur électrique. ONI veut dire National Office of Electricity, multiple one. It's the National Unit of Electricity and Water in Morocco. Nous aurons un vue général du secteur d'énergie au Maroc et nous allons exposer l'expérience des PPP dans le secteur de l'énergie. Et nous allons aussi avoir des recommandations. Le secteur de l'énergie au Maroc, voilà les chiffres relevant de 2022. Nous avons une demande de l'électricité de 40 000 gigawatts hours. On a une génération de 40 000 gigawatt hours, 41 000, avec 75% venant du secteur privé. Nous avons des interconnexions avec l'Espagne et l'Algérie. En 2022, on en était des importateurs. On importait
1400 gigawatts-hour. La demande maximale journalière pour 2022, c'était 1045 gigawatts. Et Alors, il y a beaucoup de mégawatts qu'on a déjà exportés. Ce que vous voyez, l'électrification des zones rurales, il y a 99,86% qui ont été fournis avec l'électricité. Nous avons le transport et le réseau de transport qui a bénéficié de 29 000 plus que 29 000 kilomètres qui étaient fournis par l'électricité. Ce chiffre appartient en 2022. Nous avons couvert presque 18%. Le secteur d'énergie est représenté par 11%. Les énergies renouvelables jusqu'à 2022 représentent 28% des installations sur le plan du pays. Nous avons diversifié les types d'énergie que nous avons déployés. Nous avons combiné les cycles, nous avons les énergies renouvelables, l'éolienne, l'hydraulique et le solaire et le diesel et l'essence également sont déployés. Il y a des interconnectivités avec des pays voisins. Nous avons une connectivité avec l'Espagne, l'Algérie, deux lignes avec l'Espagne, deux lignes avec l'Algérie. La première ligne, le premier câble entre le Maroc et l'Algérie a été créé en 1989, le deuxième entre 2009 et 2010. Pour les lignes espagnoles, les interlignes, nous avons deux câbles qui étaient créés en 1997 et l'autre en 2006, pardon. Il y avait une autre interconnectivité qui existe alors, entre l'Algérie, il y a deux systèmes d'opération mutuels réciproques, mais avec la ligne espagnole, ça a été créé depuis 1999. Nous avons une commercialisation au niveau avec l'espagnol. Nous essayons d'importer, exporter à travers les lignes nationales, à travers les interconnecteurs qui existent en Espagne. Nous avons un point important sur le plan global vis-à-vis des zones rurales. Avant son lancement en 1995, nous avons couvert à ce temps-là jusqu'à 18%. Et l'objectif a été à ce temps-là d'achever, de réaliser jusqu'à 80% en 2010. Comme ça, l'objectif aujourd'hui, nous avons un taux de 99%, plus que 99,86% en couverture des zones rurales et nous sommes toujours en train d'essayer de couvrir tout ce que nous n'avons pas réalisé. Nous n'avons pas pu réaliser 100% parce que nous n'avons pas d'accès à des zones géographiques aussi lointaines. Et alors, l'aperçu sur l'évolution des secteurs d'énergie au Maroc a commencé en 1963 et par la suite, à travers l'augmentation de la production, la distribution de l'électricité tout au long, à travers le pays, et tout en parlant, en travaillant, en appuyant sur les expériences des PPP, lorsqu'il y avait moins d'expérience à ce temps-là, on a essayé d'appuyer nos efforts, les efforts réciproques pour attirer les investisseurs. Les premières opérations qui ont été menées, le premier contrat et la loi a également apparu en 1994, mais la vraie coopération a commencé en 1997. Geoffre Aspar a vu la première expérience. La première opération a vu la lumière en 1994 et après, par la suite, il y avait une autre opération en 1997 et en 2009, on a commencé à déléguer le fonctionnement, à déléguer le projet, surtout à l'échelle de Casablanca.
à travers des sociétés françaises. Nous avons un arsenal de lois qui a commencé à apparaître depuis 2008 et auparavant 2001 pour s'attaquer aux énergies renouvelables et sa production. Il y avait l'Agence nationale de l'énergie durable a été créée en 2010 pour accéder à ce type d'énergie pour appuyer le marché national et pour vendre l'électricité avec des voltages hauts. Nous avons également pu créer des régulateurs en 2016. Par la suite, nous avons créé d'autres lois en 2021, ainsi de suite. Une autre chose à mentionner, c'est lorsqu'on a commencé à mener cette expérience des PPP que les PPP ont eu des initiatives au Maroc, c'était en 2014. Sur ce temps-là, on a commencé à donner beaucoup de priorités au PPP. Il y a beaucoup de lois. J'ai pas du temps pour élaborer tous ces lois-là. Vous pouvez les visionner sur l'écran et vous devez garder à l'esprit que ça a commencé depuis 1963 jusqu'à maintenant. C'est la structure du marché d'énergie au Maroc. Nous avons deux côtés. Nous avons le marché libéral et le marché fermé. Nous allons jeter un coup d'œil sur, nous pouvons commencer par le marché libéral. Comme vous voyez, il y a deux fonctionnaires, deux acteurs, comme vous voyez, majeurs, qui fournissent ce type d'énergie. Nous avons l'ONE, nous avons également les acheteurs singuliers, puisqu'on essaie de vendre l'énergie à des clients particuliers, on essaie de mener des opérations pour parler avec tout ça. Nous avons également des mises en œuvre, des dispositions qu'on reçoit de différentes installations de production d'électricité. Nous avons les IPP qui ont été créés en parallèle, qui incluent même les conventions mutuelles signées par l'ONE et des clients potentiels. Et également, nous avons des contrats avec les uns qui produisent l'énergie renouvelable et durable. L'ONE est en charge de gestionner la demande et l'approvisionnement, et ça se passe à travers des réseaux différents. Nous avons le côté de distribution au marché libéral à travers pour le marché régulier. Nous avons des gestionnaires délégués et nous avons des sociétés de distribution publique et nous avons l'ONI, l'ONEE, parce qu'elle fait partie de la distribution également. Je vais maintenant citer des entités privées publiques dans le marché d'énergie pour aboutir cette énergie durable et sa stratégie. Nous avons notre réflexion qui commence à travers des sociétés particulières. Nous avons également des sociétés de production qui travaillent en en collaboration continue. Nous avons la supervision financière et côté un organe en charge des politiques au sein du ministère du développement durable, le ministère des Finances et le ministère d'Intérieur également est impliqué. Je voudrais vous informer ici que les cibles de l'ONU et l'ONE, c'est de vendre l'électricité aux clients morts. Les tarifs sont fixés ou sont créés par le ministère des Finances. Le contexte des PPP dans le secteur de l'énergie, si on revient aux années 90, lorsqu'on a fait face à des problèmes de pénurie d'énergie, comme vous voyez, les installations d'énergie demandent beaucoup d'investissements et la situation financière à ce temps-là était dure.
c'était critique à ce temps-là. Nous avions à ce temps-là beaucoup de déficiences financières, le problème de tarifs, et ça nous a mené à embarquer des expériences de PPP pour nous aider et en tirer profit. Lorsque je dis PPP, ça dépend, ça parle des énergies indépendantes. Ça a commencé en 1999 à Jean Flaspar et son installation d'énergie qui a été créée là. C'est à 60 km au sud de Casablanca. Il se dispose de 4 unités et une totalité de fonctionnement de plus que 1200 mégawatts. Alors, nous avons le charbon, les premières années lorsque ce projet a vu la lumière, ils ont fourni Casablanca avec l'énergie, tout en travaillant avec le secteur privé. Les objectifs maintenant. Lorsqu'on parle des PPP dans le secteur de l'électricité, c'est de satisfaire les demandes. L'énergie est très vitale, la performance augmente. Et lorsqu'on parle de l'électricité, nous parlons de la vitalité de l'économie, ainsi de suite, et toutes les choses qui dépendent sur l'électricité. Le secteur privé est engagé et plus équipé pour garantir la performance élevée surtout sur les délais qui s'approchent. Alors, l'ONE, ça focalise sur les co-baisés, sur les causes entreprises qui, euh, qui ont besoin d'électricité à travers des programmes et développer une connaissance nécessaire et d'accompagner les investisseurs également. Alors maintenant, les règles, la planification de l'ONE, en consultation avec le ministère du Développement durable et la transition énergétique. Nous avons également la maintenance technique de la connaissance et les deux ont pu développer leur installation. Nous avons, comme ça, on essaie de créer un équilibre économique. Les étapes des AIPP ou des énergies indépendantes, nous devons voir des préqualifications, des expériences, les capacités financières et techniques. Nous avons également les appels, l'évaluation des appels offres au niveau technique, financier, et qui prend en considération l'intégration industrielle, l'appui gouvernemental, il y a aussi des notes, des notifications qui sont envoyées envers les appelants d'offres préférés. Ce sont des choses qu'on a négligées auparavant. Et maintenant, c'est d'en tirer profit concernant les principes. Le principe de ONE, c'est de créer sa propre schéma à travers les opérations de transfert d'énergie et ça peut générer des revenus au sein pour le secteur privé aussi que le secteur public. C'est tout ça pour augmenter le fonctionnement à travers les revenus. Nous avons également l'essence ou le charbon qui était pris en considération et c'est soumis à des contrats fonctionnels. Également, le gaz naturel a été soumis également et provisionné par l'ONE. Ce schéma marche comme vous voyez. C'est simplifié pour vous. Nous avons les SPV financiers, les contrats avec les créanciers. Nous avons les PC contrats entre les constructeurs et le fournisseur de maintenance. Nous avons également, et éventuellement, nous avons deux EPP au Maroc. Alors, le partage de risque est très important. Cette matrice est simplifiée pour la visionner et la comprendre. Nous avons l'évacuation des réseaux, nous avons des constructions et des délais qui peuvent se passer. Et pour s'attaquer au risque, nous avons mené des modifications, des réformes législatives pour s'attaquer à des risques. La demande a été prise en considération, les revenus, les opérations, qui est soumis au contrat, qui est stipulé dans les contrats, ainsi de suite.
la structure de paiement maintenant. Et comme vous voyez, la majorité des EPP au Maroc se font fonction de cette manière. Nous avons la capacité de payer ou les paiements fixés, le paiement basé sur la capacité ou les paiements fixés, des projets de prêts, des intérêts, des retours sur l'équité, les coûts figés, ainsi de suite. Alors, pour l'énergie, les variables de paiement, ils sont là également, ils ont été variés, prêts pour accompagner les efforts. Maintenant, notre expérience dans le secteur d'énergie inclut les projets les projets de Mazen et les 39 projets qui ont été menés. On a commencé en 1997, comme je dis, avec des installations d'énergie. Et en 1979, le premier PP a été sous forme de ferme éolienne au nord. Et après, on a combiné les deux, tout en incluant le gaz naturel à travers les pipelines du Maroc vers l'Europe. Nous avons une extension de développer le premier projet de genre Asphalt. On a rajouté deux autres unités. Nous avons une ferme éolienne qui a été installée sous la tutelle de Mazen. Tout en déployant le CSP technologie, nous avons commencé avec 39 installations d'énergie et ça fait qui est qui est également une installation d'énergie. Et comme ça, on essaie de couvrir les besoins nationaux. Nous avons créé plus que beaucoup de capacité de mégawatts, comme vous voyez. Ce sont des chiffres que j'ai partagés avec vous. Alors, les facteurs de réussite de cette expérience, nous pouvons souligner les engagements politiques et la communication concernant des projets larges, les éoliens au Maroc. Ça reflète la stratégie nationale vis-à-vis des énergies. Les facteurs de succès, ça implique également l'énergie, l'électricité, le réseau d'électricité qui a été créé. L'ONE a été créé et est toujours là pour servir le secteur d'énergie et développe également ses propres installations de génération d'électricité ou production d'électricité. Il y a des structures, il y a le cadre légal et les structures institutionnelles qui sont bien définis, qui définissent les objectifs impliqués ou implicites qui vont servir les EPP également. Il y a des zones d'amélioration, bien sûr. Je vais par la suite m'attaquer aux gestions des contrats, non seulement les EPP, le développeur des EPP, mais ça concerne la livraison des services. Ce côté est toujours ignoré, oublié dans des contrats. Dans la gestion des contrats, nous devons être conscients de cet élément clé. Ça doit être donné l'importance qui mérite vis-à-vis des projets en tant que partie des projets. Alors, la gestion des contrats est un côté dont on a beaucoup amélioré. On essaie de partager les cas d'affaires, de projets qui ont réussi. On essaie d'améliorer, de raffiner nos fonctions à travers des formations au niveau national, tout en travaillant avec des entités nationales ou au niveau continental. Nous avons également travaillé sur la perception sociale et la perception des EPP. Maintenant, au sein des sociétés, nous avons ce côté-là qui est en marche et en cours et nous également encourageons l'acquisition des fonds fonciers pour construire les projets. Maintenant, la relation publique-privée, comme vous voyez, c'est tout basé sur de confiance. Nous avons plus de 30 ans de partenariat. Nous devons créer cette confiance entre les deux parties, les deux entités publiques et privées pour créer une relation complémentaire, pour créer les PPP. Nous devons également renforcer la communication entre les deux côtés. Nous avons créé cet esprit de collaboration et partenariat qui doit être établi sur la confiance et communication. Tous les éléments sont interreliés, comme vous voyez. Je vais clôturer maintenant. C'est mon dernier diapo. Et comme vous voyez, je peux dire enfin que la
collectivités, les installations nationales de l'eau et d'électricité ont développé beaucoup de stratégies, beaucoup d'expériences vis-à-vis des EPP, son développement à travers son expertise parce qu'il a abouti beaucoup plus de maturité que prévu. Nous sommes prêts à partager avec vous si vous demandez dans ce cadre national et avec le continent. Nous sommes ouverts à parler à tout le monde et partager nos expériences. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Madame Souad. C'est une présentation compréhensible du point de vue PPP, pas uniquement l'histoire, mais comment la PPP ont levé des défis. Mr. Mohammed from Mazar, you are really good presentation. Great. Thank you, Mr. Anas. I guess it will be difficult to Je pense que ce serait difficile de donner ma présentation après la présentation de Souad. Je vais faire de mon mieux. J'ai une petite présentation en fait. Peut-être je vais être très rapide dans ma présentation. Mazan est une société d'audit et de consulting. Nous sommes 40 000 de professionnels avec 300 bureaux de par le monde et spécifiquement notre consultation financière et ses activités traitent les orientations, l'analyse financière, l'évaluation financière et l'innovation avec l'infrastructure, le secteur d'énergie. Nous travaillons avec les clients publics et privés dans notre équipe qui s'appelle Project Finance. Et cela fait partie d'une consultation financière et expertise financière dans le monde, plus spécifiquement dans les activités de financement de projets. Nous sommes plus de 200 professionnels à travers le monde. Et personnellement, je fais partie de cette équipe. Je suis basé à Casablanca, mais nous avons une communauté plus large dans le monde. En ce qui concerne le financement des projets, nous travaillons sur le développement, la structuration, le financement et aussi donner des consultations aux entités publiques dans les adjudications, le financement, dans des projets tels que le transport, l'énergie renouvelable, les télécoms et les projets de transport dans le monde. Notre appui à notre client, comme je viens de dire, des deux côtés, des côtés publics et des côtés privés, les deux, dépend en fait sur le cycle de projet. On peut livrer des services à une étape très précoce, à la définition des stratégies, l'évaluation de faisabilité, à l'assistance de planification. Pour la plupart du temps, aux entités publiques, c'est quelque chose qu'on fait. Dans les pays francophones, on était impliqué dans l'énergie, l'énergie roadmap, le secteur d'énergie. On peut aussi aider nos clients pour répondre aux défis de financement des marchés publics et l'exécution, l'implémentation des projets. J'aimerais ici me focaliser sur cette partie dans notre région. La plupart des défis sont en relation aux projets d'infrastructure et en particulier l'énergie, qui vient à une étape précoce parce que préparer un projet pour avoir un projet profitable représente un grand défi. Le panel d'hier, c'est d'atteler sur ce point. De ce côté, nous travaillons avec des entités publiques en Afrique pour essayer de trouver les meilleures solutions et dans
expérience downstream, quand on travaille sur le financement de projets, on essaie d'aider les gouvernements pour établir des cadres plus adéquats et aussi des structures bancables pour avoir des projets capables ou qui attirent des investissements. Ici, dans le diapositive, vous voyez les références les plus récentes. Vous voyez, nous travaillons avec des entités publiques, privées en Afrique, aussi en Europe, pour la plupart du temps, dans les secteurs d'énergie, le transport parfois, le transport d'énergie aussi, comme nous travaillons avec SNCF en France pour les aider dans leur stratégie dans l'approvisionnement en énergie renouvelable, dans le côté transport d'énergie, peut-être pour avoir euh, des détails sur le Maroc ou les projets renouvelables au Maroc, comme Saad vient de dire avant. Morocco était très actif durant les dernières années en termes de développement de projets renouvelables. On était impliqués dans quelques-uns, mais à une échelle plus large, nous sommes impliqués dans les consultations avec les clients privés sur les utilités. Le secteur d'énergie utilitaire, pas uniquement le renouvelable, on a travaillé aussi, par exemple, dans le projet de dessalement, à travers notre branche d'eau, nous leur prodiguons nos conseils dans les dessalements de l'eau et leur station au sud d'Agadir. On a travaillé aussi avec Mazen, avec des consultations sur le repowering project en Afrique, Côte d'Albaïda. On a mentionné que ce projet a été commissionné en 1999 et c'était le premier projet renouvelable. Et l'année dernière, on a conclu le repowering avec Mazan, qui est une histoire, une success story très intéressante. On a fait tout le cycle du projet, le développement de initial, le développement de repowering, le financement et le projet actuellement est en cours de construction. Peut-être pour vous donner une idée sur ce projet qui, pour nous, un exemple pur de ce que doit être un IPPP ou un IPP dans l'énergie renouvelable. Le projet a été initialement de 50 MW, commissionné en 1999. L'idée est d'utiliser la même terre, les mêmes connexions avec une plus grande turbine à plus grande capacité. La capacité a été élevée de 50 à 100 MW. Il y a aussi la capacité d'avoir même une capacité plus élevée. Donc, ce projet était, les sponsors étaient Mazen, EDF Renouvelable. Le projet, le coût total du projet, tourné autour de 130 millions d'euros. Il a été complètement financé sur une base non recours sans garantie souverain, pure dette commerciale par EBRD, Société Générale France, et aussi une pool de banques locales. Voilà un bon exemple en termes de développement, structuration et financement de projets. Vous savez pertinemment que 2022 n'était pas une année facile en termes de taux d'intérêt et en termes de le contexte géopolitique global. C'était juste après le commencement de la guerre en Ukraine. C'était un projet où les partenaires publics et privés avaient fait déployer leurs efforts maximum pour essayer de structurer un projet renouvelable très complexe. Aussi, les donneurs avaient un rôle clé dans le développement de ce projet. Parce que
parce qu'ils ont montré leur capacité pour être impliqués même à une étape très précoce, d'avoir un projet bancable. Je voudrais vous donner un exemple pratique de ce que le Maroc a fait, ce que Mazan a fait et ce que René a fait avec le secteur privé au Maroc. Ça, c'est juste un des exemples. Comme on a dit, Saad a dit, nous avons une longue expérience dans le développement de ces projets, mais ça nous servi une longue expérience en la matière. On pense qu'il y a beaucoup de projets, par exemple, on espère continuer sur la même piste. Merci tout le monde pour votre temps. Merci, Mohamed, pour avoir partagé votre perspective, pour aussi Developing public-private partnerships. Or private, unfortunately, the example about Devin was very interesting to us. Our last presentation before moving to question is from Mazen. vient de Mazen, de Mrs. Yasmina Ben Saoud. Vous avez la parole, madame. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui pour partager l'expérience de Mazen, comme l'a été dit par mon collègue. L'énergie renouvelable est un secteur très stratégique au Maroc, avec beaucoup d'expérience dans les PPP de l'ONU et très récemment Mazen. On avait des cibles d'énergie renouvelable très ambitieuse qui a été établie il y a une décennie pour atteindre au moins 50% d'énergie renouvelable dans nos capacités installées. Ces objectifs étaient censés au début pour s'adresser à nos besoins croissants en électricité, mais sur une base durable. Mais en même temps, pour introduire notre politique sur les importations en fioul fossile. Donc, nous avons un cadre clair, institutionnel et réglementaire en temps où les énergies renouvelables ont été développées sur des schèmes feed-in tariffs, ça veut dire des schèmes, des programmes subventionnés pour la plupart dans les pays occidentaux. C'était le contexte il y a une décennie quand Mazen a été créé. Tout d'abord comme une agence marocaine pour l'énergie solaire. Et après, en 2016, c'était l'agence marocaine pour l'énergie durable. Nous sommes une institution publique, mais on a été créé en 2010 comme une limited liability company pour implémenter mettre en œuvre des programmes solaires et énergie renouvelable avec des missions claires définies par le loi. Il y a le cadre PPP, mais on a aussi notre cadre, notre contexte dans lequel on établit notre mission, c'est-à-dire la loi qui a été créée pour Mazen. Nos projets sont mis en œuvre sur la base le partenariat public, un modèle qui essaie de maximiser le rôle du public et le privé, les partenaires publics et privés. Tout d'abord, comme institution, on avait l'engagement pour développer notre projet. On nous donne les cibles et le timeline. Ces projets doivent être dans standard parce qu'on parle de contrats à long terme qui répondent aux besoins de notre grid national, notre réseau commun. Et deuxièmement, en tant qu'institution publique qui sert les intérêts publics, on doit aussi s'assurer que ces projets ont un impact positif socio-économique au niveau national et au niveau local. Donc, notre objectif inclut le développement des énergies renouvelables et l'électricité avec une capacité spécifique de 6 000 mégawatts à l'horizon 2030 à travers des projets intégrés venant principalement
du solaire et du wind. Il y a aussi le cadre venant des sociétés privées qui sont en mesure de produire et vendre l'électricité d'énergie renouvelable à leurs clients. Et ce cadre, il est sous révision actuellement pour renforcer l'accès au marché. Grâce à tous ces cadres, on a aujourd'hui développé avec, avec, avec l'ONU et inclus l'hydro-solaire. Et avec Mazen, on a atteint presque 50% d'énergie renouvelable de capacité installée jusqu'à présent, en 2023. Cela correspond presque à 4,6 gigawatts d'énergie renouvelable électricité. Et pour lancer la dynamique, parce que il est intéressant de voir comment on structure le projet. On a structuré le projet initial depuis la dernière décennie pour vraiment voir comment optimiser les coûts, finalement, pour réduire le prix de kilowattheure de l'électricité produite. Donc, la première étape, c'était durant le processus d'adjudication, le choix des processus pour choisir les développeurs. On a organisé ce processus au niveau international. Donc, on a l'intention de suivre les standards internationaux sur les meilleures pratiques qui ont été transmises par ailleurs avec de différentes étapes qu'on peut aborder plus tard avec les critères qui sont les deux d'ordre financier et technique. On a conçu le processus financier et une approche à deux tranchants où il y a une action institutionnelle qui reflète le rôle de la partie publique, c'est-à-dire représentée par Mazen, et cela avec l'intention de garantir que toutes les conditions sont remplies pour créer un cadre pour les institutions, pour s'assurer que le projet répond aux besoins nationaux. C'est ça d'un côté. De l'autre côté, il y a le côté privé où notre rôle est orienté marché, où on essaie d'allouer des contrats à long terme de manière plus efficace pour construire et opérer des actifs renouvelables sur une période de 20 et 25 ans. Une fois le consortium a été choisi, on a établi une structure et un programme de structure innovateur dans lequel Mazen détient plusieurs rôles aux développeurs comme une approche plug and play. Ils viennent, ils branchent leur station d'énergie renouvelable. Nous restons responsables et en charge de différents aspects, donc aussi du développement du projet, aussi durant la phase de construction et d'opération. Le rôle clé, c'est Mazen comme off-taker. On a un cadre spécifique entre Mazen et l'Utilité nationale et l'État qui nous aide à prendre un programme qui garantit que toute l'électricité produite va être off-taken. C'est ça, c'est une garantie pour le développeur, une garantie des revenus. Toute l'électricité qui va être produite va être vendue. Ça a une grande importance. Deuxièmement, Mazen, en tant que donneur, financier comme énergie, comme au début, renouvelable énergie, il y avait un très important facteur pour réduire les coûts. Donc, l'accès à la concessionnalité possible grâce à la garantie établie par l'État fournie à Mazen, qui nous a aidé pas uniquement à baisser le prix de kilowattheure, mais aussi baisser le taux d'intérêt pour bénéficier de l'assistance technique et bénéficier des grants internationaux de plusieurs institutions financières internationales. Et cela aussi nous a aidé à mener des études avant et durant le processus. Il y a aussi en tant qu'actionnaire minoritaire. Maintenant, nous sommes sur d'autres programmes où on a d'autres actions comme Codiel va dire. Cela
nous a aidé aussi en tant qu'entité publique de gagner en termes d'expertise et savoir-faire du côté privé. Cela nous a aidé aussi à avoir accès à des informations appropriées durant la phase construction et aussi dans la phase opération. Et il y a aussi le point concernant l'immobilier, la terre always constitue un obstacle pour les investisseurs, d'aider et de voir comment on peut faciliter le processus de qualification de la terre, l'acquisition, c'est un rôle que Mazen avait présenté au développement en coordination avec les autorités nationales appropriées. Cela a aidé d'avoir accès rapidement et pour lancer le projet rapidement. Finalement, quand on parle des grands projets et des grands complexes qui ont plusieurs projets, donc plusieurs développeurs qui, comme adjudicateurs, donc on essayait de répondre au goût et les infrastructures communes étaient nécessaires. La plupart du temps, ces projets sont localisés dans des endroits très reculés, donc on avait besoin d'avoir accès à l'eau et à l'électricité pour gérer toutes les infrastructures communes au sein du complexe que vont servir les différents développeurs qui ont établi leur business. L'évolution du marché aujourd'hui et la compétitivité accrue d'énergie nous a permis d'améliorer et de développer notre input. Par exemple, le projet Code Media qui a été présenté, on a co-développé ce projet avec la société privée sur la base de 50-50%. Le financement a été exclusivement fait par des banques commerciales, étant donné les conditions favorables des marchés. Donc, les projets sont financés à l'avenir par les sociétés privées avec des prêts commerciaux, tout en nous éloignant des prêts concessionnaires qui nous aident à mettre les besoins du pays. Il y a d'autres options de financement qu'on a développées comme les green bonds, les bons verts et le fait aussi d'être accrédité par les caisses verts qui nous a donné d'autres instruments et options, en plus de la production d'électricité, de l'énergie renouvelable et donc la création de Mazan comme elle a été établie et stipulée par la loi. L'idée aussi, c'est de développer, comme je l'ai dit avant, des projets intégrés. Cela veut dire que nous avons aussi une mission pour contribuer en tant qu'institution publique au développement d'un écosystème d'énergie renouvelable compétitif. La première dimension de cette approche intégrée est l'intégration un cadre, un contexte pour encourager le contexte local. Cela a été présenté de manière plus attrayante aux développeurs internationaux, c'est-à-dire de dépendre des sociétés locales au lieu de dépendre de sous-traitants étrangers. Donc, on dépend des sociétés locales, un taux local. On a créé un cluster avec d'autres fédérations et associations industrielles. Cela nous a aussi à créer une plateforme B2B pour connecter les sociétés malabonnes et les sociétés internationales pour bâtir un partenariat entre elles et pour le transfert d'expertise pour faire avancer la dimension de R&D, recherche, développement et la formation initiative qu'on a lancée et développée au sein de Mazen, parce qu'on parle de la technologie, des technologies qui sont en cours de développement et on avait besoin d'autres efforts pour tester étant donné les solutions spécifiques avant d'atteindre la phase de commercialisation. On a par exemple la WZZ, une plateforme Research and Development de plus de 300 hectares qui aide beaucoup de partenaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour venir tester et démontrer
leurs solutions dans des conditions réelles et optimales en termes de radiation solaire. Par exemple, on a aussi collaboré avec plusieurs initiatives nationales et internationales. On aimerait avoir, on aimerait d'avancer le marché. Cela se traduira dans le projet prochain à développer. Finalement, le développement local. L'objectif est de voir comment on bénéficie aux communautés locales, des populations locales, des investissements qui sont menés par tous ces gros projets solaires, pas uniquement, c'est-à-dire pour répondre à leurs besoins pressants, tels que l'accès au réseau routier, à l'électricité, la santé publique, l'éducation, le secteur agricole, etc. Aussi, on prête une attention spécifique à l'inclusion des femmes, aux jeunes, aux étudiants, à l'éducation. Tout ça est fait en coordination avec les autorités locales en charge des terrains et les associations locales. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'étais très brève et je suis prêt à répondre à toutes questions que vous pouvez soulever. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Je peux dire que vous avez cité tous les rôles que Mazen peut jouer dans l'implication dans des projets, ainsi de suite. Et je voudrais ouvrir maintenant la Ask your question in language we always marque des commentaires. Allez-y, la parole est à vous. Je vous cède la parole. Allez-y, mesdames et messieurs. Le micro, s'il vous plaît. L'interprète n'arrive pas. Alors, ma première question, c'est pour nos partenaires et collègues sur le site du ministère des Finances, l'ONI, le CIMADEL. Durant le premier jour de cette conférence, on a parlé des ODD et du BNR, qui est le Voluntary National Reports, que présente le progrès et les challenges de l'implémentation de l'ODD. Ma question est quelles sont les mesures mises en place pour l'implémentation de ces ODD, spécialement en matière de numéro 7, qui parle de tout ce qui est énergie avec des coûts qui sont abordables. Donc, ça, c'est ma première question. And my second question is for Madar. And what are the coming challenges, legally and financially, in your experience, that we can face with the IPP projects right now? Thank you so much. Thanks, Mohammed. We can take the two questions to start with. Can definitely take the second one. First one, I will let the institute the first one is a tough one, so I will answer the second one. The key challenges, it's a very good question because usually international investors, when they want to draft their investment strategy in Morocco, this is the first question they ask. What are the challenges for developing IPP projects? Projet de PPP. Si nous avons un regard approfondi sur les problèmes et le développement de problèmes qu'on fait face au Maroc,
toutes les choses sont reliées au fonds foncier, les terrains, pour les sécuriser, c'est très difficile. Dans des cas, c'est un défi majeur. Comme vous voyez, nous avons eu des problématiques issuant de tout ça à travers l'acquisition des terrains pour construire les projets qu'ils ont coûté et qu'ils ont pris des années de délai pour le développement d'un projet. Ceci n'est pas compliqué en termes de stratégie nationale, mais c'est un problème, c'est un fardeau d'un autre côté parce qu'il peut avoir de l'impact social. Alors, en tant que projet, ils sont en besoin de surface, de grandes surfaces de terrain pour construire leur projet. Maintenant, les créanciers, ils ont une concentration particulière sur les terres et sur l'acquisition des terrains et la sécuriser. C'est la première question qui se demande et qui demande quel est le statut de ce terrain et ce projet Mazen, ainsi de suite, est en bord pour en discuter. La première question des créanciers, c'est vis-à-vis des terrains. Est-ce que le terrain est disponible? Quel est le statut du terrain d'abord? Des fonds fonciers, et c'était une grande leçon qu'on a retenue de l'énergie, de la communauté d'énergie qui ont appris ensemble. C'est pas la faute du public ou du gouvernement seulement, mais c'est quelque chose qu'on a appris tout au long de la route, le chemin qu'on a déjà pris à Mazen. Et chez Mazen, nous sommes en train de sécuriser ces éléments le plus tôt possible, les terrains et les fonds fonciers pour éviter les délais de projets. Qui vont avoir beaucoup de répercussions, comme vous voyez, et pour éviter tous les problèmes reliés pour la perspective maintenant concernant ce côté, le Maroc a, a un cadre juridique, un cadre légal très avancé pour s'attaquer non seulement aux défis, mais pour s'attaquer à cet élément de généralité, de vous donner un aperçu sur le Maroc et le fonctionnement du Maroc dans cette direction. À Mazar, par exemple, nous développons voyons l'expérience marocaine pour conseiller nos clients européens, pour les dire, voilà ce que le Maroc a déjà fait, c'est ce que vous devrez faire et ce que vous ne devez pas faire, ainsi de suite. Ce qu'elle appelle les PPP corporés ou incorporés. Il y a 39, comme vous le savez tous, nous sommes familiers avec ce chiffre et leur nombre, mais également nous sommes également conscients de ce qu'ils font. Il y a toujours des défis en discutant les contrats et comme vous voyez là, il y a un cadre clé qui se développe, qui s'enchaîne vis-à-vis de chaque projet pour donner de l'espace à ce projet. Il y a des capacités élevées du côté public, du côté du secteur public lorsqu'il s'agit de s'attaquer les investisseurs internationaux parce qu'ils sont conscients de ces structures sur place. C'est mon point de vue vis-à-vis de cette question. Merci beaucoup, monsieur. En français, je vais répondre en You've asked the question in English, in French, so I'll be asking you. You've answered it. You've asked me in French, so I'll respond in French. Concerning stratégie nationale. the SDGs, it's the National Agency for Sustainable Development, from which emanates the strategy of national energy, renewable energy. It's to achieve up to 40% from. Comme objectif l'année 2020, répartis entre solaire, éolien et hydraulique. Et nous avons encore haussé la barre en se fixant l'objectif de 52% à l'horizon 2030. Donc, c'est une stratégie qui est suivie par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et qui est bien sûr dupliquée au niveau des institutions nationales, notamment ONE et MASEM. Donc, je laisse Yasmina peut-être un peu donner plus de détails sur la partie en ligne. Alors, oui, juste rebondir, vous avez parlé de l'EDSF. Donc, le l'EDSF englobe plusieurs missions. La garantir l'accès à tous. Et là, je citerai la success story du Maroc, qui est le PERC, qui a des chiffres très, très importants en termes d'accès, d'explication rurale et qui a
aussi été la source de l'augmentation de notre demande électrique. Il y a le PEP 2.0 qui a été annoncé par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable qui vise à atteindre les 100% d'électrification rurale de la population. Et puis, dans l'ODD7, il y a donc garantir l'accès à tous à des services énergétiques fiables. Donc, il y a la notion de fiabilité, de durabilité. Donc, c'est tout le sujet aujourd'hui des énergies renouvelables, modernes et à des coûts abordables. Et donc, sur ce point, c'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui, que sont les partenariats publics-privés qui vont vraiment aller trouver la synergie et sortir le meilleur de chaque partie prenante, la publique et la privée. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, la publique, elle a un devoir, elle a une mission nationale que de porter une stratégie nationale et s'assurer qu'elle est mise en œuvre et qu'elle est mise en œuvre dans les meilleures conditions. Elle va donner toutes les conditions, tous les prérequis, tous les préalables pour que le privé, avec son expertise, avec sa capacité à délivrer de manière compétitive dans les temps, donc conjuguer les deux actions pour, in fine, arriver à des objectifs dans les temps impartis. Et pour ça, je pense que nous avons arrivé à des résultats très intéressants. Le programme éolien intégré lancé par l'Office national de l'électricité et de l'eau qui atteint des tarifs exceptionnels moyennes. Donc, on a le programme de 850 MW qui a une moyenne de 3 centimes le kilowattheure. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est des benchmarks internationaux. Le complexe Norwest qui c'est un complexe multitechnologique solaire avec du CSP avec stockage pour répondre à la pointe en soirée et du photovoltaïque, mais également à chaque fois notre projet arriver à des benchmarks internationaux, donc on arriver à chaque fois à réduire les coûts comparés aux benchmarks internationaux. Norwest 1, c'est du CSP avec stockage à une époque où les projets étaient essentiellement sous des schémas de feed-in tarif, c'est-à-dire de subventions directes. Et donc, entre les tarifs de feed-in tarif de l'époque, on a réussi à réduire de près de 40% les tarifs. Entre Nord 1, Nord 2 et 3 aussi, on a réduit, d'autant plus qu'on a plus de stockage, plus de capacité. Et sur le photovoltaïque également, nous sommes arrivés à des tarifs très, très intéressants. Donc, la création de Mazen est un exemple vraiment réussi de comment on arrive à travers une institution dédiée, personnelle, voilà, incarner cette notion de partenariat. Merci. Merci madame. Cette question, parce que vous m'avez donné l'occasion d'entrer dans la spécificité des énergies renouvelables, tout en restant spécifique aux attributions de l'ONU. Ce que je peux partager avec vous actuellement, c'est que nous sommes en train de travailler sur 2 axes. Donc, premier axe, c'est le potentiel de moyen en termes de géographie. Comme vous savez, nous avons tous découvert à Pau et nous avons tendu le modèle de terrain. Actuellement, nous avons fait un excellent travail du gouvernement par les moyens par la prestation externe pour avoir une idée sur le potentiel de voyant en termes de potentiel géographique. Comme vous le savez tous, toute une chaîne d'axes que la géographie peut servir, depuis le tourisme, l'agriculture, le cheval des serres, jusqu'à la production de l'électricité. Actuellement, nous avons du potentiel. Donc, le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène naturel. On parle toujours de l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu, l'hydrogène gris, etc. Nous, en termes d'attribution de volume, on a fait la même chose pour le potentiel du royaume en termes d'hydrogène naturel. L'hydrogène naturel, c'est quelque chose qui est créé naturellement, on peut capter directement. Et actuellement, nous avons du potentiel pour ça. Dans les provinces du sud, du côté de l'Italia, dans la partie centrale du côté de l'Italie. Maintenant, en termes de procédure, on parle de la on parle de l'arrêt. Pour respecter les objectifs, la leçon qu'on a apprise sur toute notre histoire de partenariat, c'est de mettre en place un système de gouvernance, d'une part, très, très fort, d'autre part, très flexible. Pour faire ça, pour arriver à cet objectif, ce système de gouvernance qui est
finalement, on revient à un système de prise de décision. On ne peut pas avoir un système de gouvernance fort et flexible sans se baser sur un système d'information qui est universel. Comme vous le savez, dans tous les projets, essentiellement dans les projets d'exploration, le risque est inversement proportionnel au niveau de connexion. Ça veut dire que durant tout le processus de partenariat, il faudrait qu'il y ait pas ce qu'on appelle une asymétrie d'information entre nous, le public et le privé. Donc, on a mis tout, dorénavant, tous les contrats obéissent à un système de gouvernance flexible, fort et flexible, basé sur un système d'information qui doit passer. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais intervenir suite l'intervention de madame d'une façon beaucoup plus générale en termes de politique, parce que madame, nous suivons ensemble le processus de RCE. Vous savez très bien que les Nations Unies ont créé avec PPP un moyen d'accélérer la simplification et solidité. Par rapport à cela, bien le pays, dans un rapport présenté de série, de quelle manière les PPP peuvent permettre d'atteindre les objectifs. Si on voit à cela, ce qui concerne et je voudrais mettre l'accent sur l'existence de l'économie circulaire de la le niveau des communes. Dans le domaine de l'assainissement, les communes dans les intercommunalités, pour créer les volets, les mots de vidange, les déchets solides, transformer tout en engrais et les remercier. Donc, vous avez ici. Nous avons également un projet qui est opérationnel, qui est le parc national, dans la conception de matériaux, en électrification, en gestion de l'eau, pour veiller à l'économie circulaire. Et nous avons présenté donc ce projet en mai dernier dans le cadre de l'étude KLSE. Et ce qui est bien là-bas, c'est que le Mali, le seul pays africain qui a reçu le prix d'excellence en amenant l'Allemagne, la Grèce, l'Inde, la Lituanie et le Japon. Donc, moi, je pense qu'il faut davantage continuer à travailler sur l'approche PPP en relation avec l'atteinte des objectifs de développement durable. Merci beaucoup. Merci, M. Diallo. Malheureusement, 5 minutes, donc j'aimerais plutôt donner un mot de fin, si c'est possible, en posant une question de manière générale qui va probablement demander quels sont les développements, quelles sont les innovations que vous voyez venir en termes d'approche PPP sur les 20 et 30 ans à venir. Comment l'expérience sur les dernières équipes va pouvoir vous aider à mieux gérer ces types de partenariats sur le futur. Notamment en prenant en compte les nouveaux types de projets qui sont en train d'émerger. Je pense notamment à les projets vert, sont en soi plusieurs gros projets complexes. Par exemple, on parle de projet vert, c'est plusieurs projets complexes, c'est un même projet. Il y a un projet de savon, il y a un projet d'éolien, un projet solaire, un projet d'électrolyse. Pour taper les plusieurs projets complexes au sein de ces mêmes projets, comment vous voyez l'évolution des partenariats publics-privés dans ce type de gérer peut-être la phase 2.0 des projets?
Mais en attendant, on a une intervention qu'on aimerait prendre. Et monsieur, allez. Okay, thank you very much. My name is Alex Nico. I work for the Bureau of Public Enterprises in Nigeria. I actually have a specific question. My question is for Mr. Soa. C'est Madame Souad, je voudrais savoir dans votre environnement propre, est-ce qu'il y a une une différenciation entre les conventions qui ont été fournies pour les EPP et les autres qui sont fournies pour les entités gouvernementales qui fournissent l'énergie? Quelles sont les garanties fournies qui accompagnent ces procédures et comment vous menez ces choses-là? La deuxième question, Madame, c'est autour des acheteurs en masse. Est-ce qu'il y a des médiations, des intermédiaires que vous travaillez avec? Est-ce que ça concerne les contrats bilatéraux et sur cette base, vous fonctionnez? Alors, la troisième question, c'est adressé à tout le panel. Lorsque vous avez euh, un privé pour un terrain qui appartient à un propriétaire particulier. Et puisque vous menez des actions d'appel d'offres ou vous l'adressez en tant que défi, vous essayez de le résoudre d'une autre manière. Merci beaucoup pour votre question. Si je vous comprends très bien, la première question, vous avez dit les conventions bilatérales, est-ce qu'elles sont important pour prendre et payer ou sur toutes les bases ou seulement cette direction? Parce que parle du pouvoir d'achat dans le secteur d'énergie marocain, nous devons distinguer entre deux catégories. Alors, l'achat d'énergie qui amène des producteurs privés, c'est lorsque je parle de leurs installations, de ces installations privées, ça va à travers des appels d'offres qui se passent pour vendre l'énergie à travers des éléments qui ont été créés à l'ONE d'abord, qui est le représentant d'énergie au Maroc. C'est ça ce qui se passe. C'est le type de privé. Il y a le deuxième type qui concerne PPA, ces contrats entre les installations nationales d'électricité ou l'eau et l'énergie, l'agence marocaine de l'énergie renouvelable. Ça fonctionne entre intermédiaires dans ce cas. Je peux également mentionner une autre troisième catégorie qui est les conventions d'achat d'énergie entre les agences, entre l'ONE et les T9 et le développeur de T9. Les deux catégories, nous sommes dans un schéma de paiement. Dans la deuxième, c'est un schéma de paiement, c'est une forme de paiement. Pour la troisième, ce n'est pas sous forme de paiement, son schéma, mais c'est sous la tutelle du catégorie de 39 qui stipule l'accès d'énergie de ces facilités, de ces installations et vendu à l'ONE dans le cadre de 20% de production annuelle. Il y a son portefeuille de clients. Il ne s'est pas supposé de rester. L'ONE, il n'a aucune raison d'y être, mais la raison d'être là, c'est parce que ses clients l'ont demandé d'y être là. Lorsqu'il y a l'accès à l'énergie, il peut le soldre à l'ONE dans des délais, avec ça. Alors, la production annuelle doit être à 20%. La production qui est concernée, c'est à 20%. La deuxième question, est-ce que vous pouvez la répéter parce que je n'ai pas retenu la question? S'il vous plaît, répétez la question. Vous avez parlé des off-takers. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous avez mentionné les règles des bailleurs de masse et les contrats. Est-ce que les contrats stipulent est-ce que ça se passe en bilatéral ou face à face? Comment ça se passe? Bilatéral, qu'est-ce que ça veut dire? Des contrats bilatéraux, je veux dire, des off-takers. Est-ce que ces acheteurs en masse, par exemple, achètent l'énergie par contrat ou un contrat avec les producteurs et les off-takers directement? C'est ce que j'ai déjà mentionné.
nous avons des contrats différents, les contrats entre l'ONE et les fournisseurs privés. C'est ce que Mazen fait. J'espère bien que j'ai répondu à votre question, monsieur. Merci beaucoup, Madame Suad, pour rebondir ce que vous avez dit. Euh, Qu'est-ce que vous voyez, vous prévoyez en tant que futur pour les PP au Maroc? Je pense que le secteur où il ne va pas s'arrêter de nous surprendre. C'est surtout à l'échelle, au niveau d'énergie. Nous ne pouvons pas imaginer ce qui va venir. Nous vivons dans un secteur qui va à vitesse haute, à grande vitesse. Nous parlons maintenant d'hydrogène vert, les grids intelligentes, smart grids. Le Maroc, nous sommes dans un système qui permet tout ceci, si vous le permettez. Si je peux prévoir ce qui va se passer en tant que première étape pour séparer les activités et les tâches, les nations, les utilités nationales, les installations nationales doivent se focaliser sur la production d'énergie. Et par la suite, nous allons voir comment faire et comment ça va développer pour inclure les PPP. Je ne peux pas donner aucune idée ici en cette direction et merci. Mr. Abdelrazak, any concluding remarks? Thank you very much. In terms of the tendencies, and if you allow me, what we've seen during this energy transition period. L'automobile n'est pas uniquement en train d'investir dans les usines de construction des pièces d'automobile telles que les batteries. Non plus uniquement dans les intrants de la construction des batteries. Mais elle est allée plus loin dans l'exploration de ces substances pour assurer ces intrants. Ça veut dire que, à long terme, c'est pas uniquement à long terme, nous sommes en train de vivre actuellement, à partir de maintenant, un élargissement des intervenants, un élargissement, surtout un élargissement de leur intervention dans la chaîne de valeur globale. Ça veut dire qu'en termes de gestion des projets publics en deux partenariats en général dans le futur, il faudrait avoir une approche plus intégrée pour intégrer plus d'intervenants. Et ça pose des défis énormes en termes de gestion des parties prenantes avec leurs intérêts, etc. Je reviens toujours à un système de gouvernance qui serait fort et flexible. Merci beaucoup. Peut-être une réflexion par rapport aux tendances et aux perspectives. Dans le cas du Maroc, je pense que dans un contexte de transition énergétique, le Maroc est très avancé à un ambitieux programme d'énergie renouvelable pour la décarbonation de la production d'électricité. L'objectif presque 60% de capacité dans le mix sur renouvelable en 2030. Toutefois, la décarbonation du secteur doit aussi concerner les autres segments, et notamment la distribution. Donc, c'est très bien de décarboner la production, mais il faut aussi décarboner la consommation. Et par cela, j'entends la décarbonation de l'industrie, qui est le secteur le plus consommateur d'énergie au Maroc, mais également décarboner la consommation individuelle, résidentielle, etc. Et cela doit passer par la revue des business models initiaux de la production d'énergie ou de génération centralisée à des modèles plus décentralisés, de distribution décentralisée. Cela passe par la promotion des projets d'autoproduction, qu'ils soient individuels ou collectifs. Cela passe aussi par l'ouverture de l'accès aux énergies renouvelables à la basse tension et à la moyenne tension. Cela passe par la garantie d'une transparence sur tous les tarifs d'utilisation du réseau, les tarifs en termes de transport, des vrais systèmes pour donner les capacités d'accueil du GRT.
Et ça va permettre de donner plus de visibilité aux investisseurs pour mieux flécher les ressources financières et les compétences vers le segment de la consommation et ainsi répondre aux exigences de la transition énergétique. Il y a également le développement des capacités de stockage qui soient au niveau de la production. Donc, je pense que le Maroc a réussi dans la partie, on va dire, pour verdir sa production d'électricité, mais les perspectives des opportunités d'investissement sont plutôt dans la partie downstream, dans la partie consommation, pour accompagner les industriels dans un contexte international où la taxe carbone en Europe, par exemple, va devenir un critère d'exportation, de coût d'exportation. Et donc, pour nous, on pense que les prochains projets qui vont arriver vont concerner beaucoup des sujets de coproduction d'industriels, beaucoup de capacité de stockage des industriels, afin de compléter toute la chaîne de valeur de la décarbonation du secteur. Alors, alors, ce dont je voudrais parler, c'est que à l'avenir, on va aller vers deux principaux types de projets. Il y aura les projets de plus en plus distribués, de plus petite échelle, grâce à un cadre réglementaire qui est en train de se clarifier et de se définir, notamment au regard des différents tarifs évoqués par Sylvie Mouche. Et puis, l'autre versant de projets à grande échelle qui vont continuer à être développés, non seulement par Mazen pour répondre aux objectifs nationaux, mais également avec les différentes opportunités qui commencent à s'ouvrir, notamment par rapport à la décarbonation du secteur, en commençant par l'hydrogène vert. Et là, c'est des opportunités phénoménales et on parle de capacités vraiment beaucoup plus importantes que celles dont on parle pour le secteur électrique. Donc, c'est des projets qui vont pas forcément être connectés au réseau, ce sera des projets aussi décentralisés, si on peut dire. Ils vont produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Et donc là, encore une fois, les schémas PPP pourraient avoir un sens également, dans le sens où il faut continuer avec cette tendance où le public joue son rôle pour créer un cadre qui soit favorable pour attirer les investissements, attirer les technologies, attirer les meilleurs développeurs qui vont venir s'installer au Maroc. Et l'autre point que je voulais parler, c'est l'acceptabilité locale du projet, de 1, et aussi la responsabilisation de ces acteurs privés qui viennent investir au Maroc. Et notre rôle en tant qu'institution publique, c'est aussi faire en sorte que ces acteurs privés créent de la valeur ajoutée au niveau de notre économie, que ce soit vraiment un levier de développement socio-économique. Je parlais tout à l'heure d'implication au niveau des populations locales, mais également de l'industrie, pour faire en sorte que les industriels marocains soient intégrés dans ce processus-là. Et une des meilleures pratiques qui nous ont été finalement transmises par les bailleurs de fonds, c'est notamment tout le process d'implication des différentes parties prenantes au niveau local et pour recenser les besoins, recenser les concerns, les populations, et notamment pour les différents projets que nous menons des consultations publiques au niveau de chaque région pour faire en sorte d'impliquer et les autorités locales, les représentants des collectivités territoriales, les différents ministères, l'industrie, le tourisme, la santé, l'équipement, les agences de professionnels l'APEC, l'OFB, les agences de formation professionnelle, l'agence de l'emploi, pour faire en sorte vraiment que l'approche est intégrée, qu'on attaque finalement tous les leviers possibles pour créer cette dynamique de développement socio-économique. Donc, responsabiliser et impliquer les acteurs privés, c'est vraiment primordial pour créer plus de valeur ajoutée. Merci. Monsieur Dallo, dernier mot. Merci beaucoup. En termes de perspective et de vision, je ne veux pas d'abord au niveau de la perspective, c'est lié à la transition énergétique avec des éléments
Vous savez, le Mali est un pays producteur d'hydrogène, potentiellement. Aller sur l'éolien et en termes de vision, en termes, je l'ai dit au début de mon intervention, c'est vraiment aller à la cité avec un partenaire stratégique pour pouvoir sortir des éléments classiques de la vision de produire, l'élément d'ambition et en Mali, nous sommes très ambitieux. Pour l'instant, en tout cas, réaliste. Et je pense qu'avec la vision aujourd'hui de structurer maintenant le secteur de l'énergie moyen de long terme. En tout cas, c'était le dernier mot, c'est encore dire que pendant notre séjour, nous avons notre Afrique. Nous avons supplié par rapport aux autres, et je pense que nous allons capitaliser aussi à l'équilibre et essayer de développer davantage ce qui. Merci en termes d'hospitalité, de guider, de chaleur humaine et aussi de compréhension du peuple marocain pour la stabilité de ce pays, merci pour les organisateurs. Merci pour ce dialogue. Je remercie mes chers panélistes, notre cher audience, organisateurs. J'espère que le panel était intéressant. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne suite du programme. Merci. C'était effectivement très intéressant. Et je ne sais pas si vous souhaitez rester sur le cadre de visualiser avec nous une vidéo d'un de nos principaux sponsors ou voilà, c'est déjà démarré. La photo, vous le suivez, vous souhaitez qu'on attende la fin de la vidéo. With 40% of the GDP of the West African Economic and Monetary Union and 60% of its agricultural exports, Côte d'Ivoire remains a sub-regional economic power and continues to attract a high volume of FDI. Côte d'Ivoire was one of the few countries in the world to record a positive growth rate of 1.8% in 2020 during the COVID crisis, before resuming its growth trajectory with an annual growth rate of 7% in 2021. The country, which has strong economic assets and is a real growth pole and sub-regional hub for energy, telecommunications and air transport, has made remarkable progress since the end of the political crisis in 2011. Major reforms have successfully restored peace, stability, and security, and put the country on the path to rapid and sustainable reconstruction. In order to meet the challenges of sustained and sustainable growth, the government has adopted the 2021-2025 NDP, which aims to bring Côte d'Ivoire into the upper middle income group of countries by 2030. The Ivorian government intends to promote a powerful and broad development of the private sector, both domestic and foreign, to make it a real engine of growth dynamics. Thus, out of a total of France CFA 59,000 billion, the NDP provides for a share of financing from the private sector in the order of 74% of the total amount of investments over the 2021-2025 period. In this context, public-private partnerships, which designate all forms of contractualization between the state and the private sector for the purpose of carrying out a project relating to a public service or general interest mission, are at the heart of government action. Côte d'Ivoire has a solid track record and is even a front runner in PPPs in Africa.
Indeed, the first public-private partnership in Côte d'Ivoire was created on the 1st of October 1959, well before the country gained independence. This was the partnership between Côte d'Ivoire and CERN for the creation of the SODIC, responsible for the distribution of drinking water in the city of Abidjan. In the 1990s, our country broke new ground in PPPs in Africa by using private independent power producers for thermal power generation with the Azito and CIPREL projects. These projects have proven to be very successful, both for our country and for the institutions that contributed to their implementation. Building on these early successes, Côte d'Ivoire has implemented numerous other PPP contracts in a number of other sectors that have enabled it to make great strides in developing its infrastructure and providing public services. In 2012, the Ivorian government decided to intensify the use of private investment and set up an institutional and regulatory framework for PPPs. The National Steering Committee for Public-Private Partnerships, CNP-PPP, a decision-making, validation, and guidance body for the institutional framework for steering PPPs, was thus created by decree in December 2012. Attached to the office of the PN since 2018, the CNP-PPP's mission is to promote the development of PPPs in Côte d'Ivoire, support the contracting authorities at the various stages of PPP implementation, and manage the study fund dedicated to PPP projects. De manière pratique, le CNPPP s'assure de mettre à la disposition des ministères techniques et autres autorités contractantes, qui peuvent être des sociétés d'État, des collectivités locales ou tout autre démembrement de l'État, s'assure de mettre à leur disposition une expertise spécifique en matière de structuration juridique et financière des contrats de type PPP, afin de conclure des contrats équilibrés indispensables à la réussite du projet PPP. Acting as an accelerator of government action, the CNP-PPP has strongly contributed to the revitalization of PPPs in Côte d'Ivoire. Among the most emblematic projects are the biometric enrollment of those insured under the universal health coverage, the ground handling service at Abidjan International Airport, lagoon transport in the city of Abidjan, cleanliness services in the Abidjan agglomeration, the construction of a technical landfill center, the construction of the University of San Pedro, the establishment of the National Register of Natural Persons, the concession for the Rogro terminal in the port of Abidjan, the contract for securing the collection of maritime traffic lights, and the concession agreement for the development of industrial economic zones in Abidjan and in several towns in the interior of the country in 2022. PPPs offer many investment opportunities to the private sector, with a large and diversified portfolio of more than 100 PPP projects in various sectors, representing a total investment of more than CFA 14,445 billion. Le CNPPP continuera à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de la stratégie de développement du gouvernement en se renforçant à travers des axes stratégiques clairement identifiés qui sont toute l'accélération de la mise en œuvre des projets PPP, le renforcement du cadre institutionnel PPP, le renforcement des capacités des acteurs PPP, l'amélioration du suivi de l'exécution de contrats PPP et bien sûr la digitalisation progressive de ces activités et des processus. By developing the Ivorian State's project structuring capacity, the CNP-PPP facilitates the use of the PPP tool in many sectors and positions itself as a key player in Côte d'Ivoire's progress towards achieving the objectives of the 2030 vision. Merci à CNPP, merci à GIGAS, merci à LSF, nos principaux sponsors qui ont rendu leur soutien et leur support, ont rendu l'organisation de cet événement possible. Merci à nos chers intervenants. Je vous invite à une photo de groupe et j'invite l'audience à vous approcher lors de la pause déjeuner pour continuer le débat. D'accord? Alors la pause déjeuner va commencer tout de suite et on se retrouve à 14h.